Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Atelier de formation des acteurs impliqués dans l'élaboration de la cartographie des risques au niveau des ministères. Les participants sont depuis ce lundi à l'école de l'inspection générale des finances pour améliorer la qualité de leur rendement. L'objectif de cette formation est d'optimiser leurs aptitudes et compétences. Le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales Rénopal s'intéresse aux liens entre l'alphabétisation et la formation professionnelle. C'est à travers un atelier de réflexion organisé ce mardi à l'Infosec de Cotonou. L'objectif du Rénopal est de réduire le taux d'analphabètes au Bénin. Nous parlerons également dans ce journal de la réunion des membres du Lions Club international de la zone Afrique qui s'est tenue à Cotonou, une rencontre qui a permis aux responsables africains de réfléchir sur la mise en place des organes consultatifs devant conduire le processus de construction de la Maison des Lions au Bénin. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Des acteurs impliqués dans l'élaboration de la cartographie des risques au niveau des ministères sont depuis ce lundi à l'école de l'inspection générale des finances pour plus d'efficacité sur le terrain. C'est à la faveur d'un atelier de formation qui vise à les professionnaliser afin d'optimiser des actions de formation. Les travaux se déroulent à Cotonou. Narcisse Alosser pour plus de précisions. Face à la vulnérabilité des institutions de contrôle, l'État sort le grand jeu avec la mobilisation des managers et inspecteurs des ministères pour le renforcement de la culture de redevabilité. Et ceux qui sont ici à l'école de l'inspection générale des finances pour mieux cerner l'exercice d'élaboration des risques viennent des ministères de l'agriculture et de la santé. Il n'y a pas de qualité sans la maîtrise des risques. Et dans le secteur de la santé, la qualité est le maître mot. Qualité parce que nous avons affaire à des vies humaines. Et il n'y a pas non plus de maîtrise des risques sans ressources humaines bien formées. Cela permettra forcément de pouvoir rationaliser l'utilisation des ressources. Parce que chaque ressource bien utilisée va permettre de sauver des vies humaines. Sauver des vies humaines tout en contribuant à la performance dans la délivrance des services publics. C'est en même temps le déficit en ressources humaines de qualité qui sera comblé au sein des organes d'audit de l'État. C'est un privilège pour nous d'avoir été ciblés. Ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, pour être les pionniers de cette approche de gestion avec l'orthodoxie. Tout ce qu'on nous demande, c'est de faire les choses comme ça doit se faire. Je voudrais simplement vous demander non seulement d'être les pionniers, mais d'être désormais les formateurs des autres secteurs, car vous aurez le privilège de maîtriser l'outil ici, les premiers, et de pouvoir vous en servir. Mais avant ces aptitudes de formateurs, ces hommes et femmes vont suivre 5 jours durant des cours théoriques et pratiques en la matière. Une première mission d'assistance technique dédiée à l'élaboration de la cartographie des risques qui permet la rationalisation des contrôles, écartant du coup des contrôles inutiles ou redondants. En somme, sécuriser les deniers publics. La communauté internationale est préoccupée par le coronavirus qui sévit actuellement en Chine. Plus de 2014 cas d'infection déjà confirmés et plus de 60 décès enregistrés à ce jour. Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement du Bénin enclenche des mesures de prévention sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Santé a donné un point de presse ce lundi. Dans son adresse, Benjamin Rompati invite la population béninoise à suivre certaines précautions. Suivons. Afin de réduire les risques de contamination, je recommande à toutes et à tous l'application de cette mesure clé ci-après. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher ou de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez, éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après.
Éviter tout contact étroit avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Et enfin, dans les marchés d'animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et leur surface en contact avec des animaux et bien cuire la viande avant de la consommer. Par ailleurs, j'invite toute personne récemment revenue d'un voyage dans les pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines, et présentant l'un des signes de maladie tantôt cités, à appeler les numéros 95 36 11 04 et 95 36 11 02 du SAMU pour être pris en charge avec diligence. Mesdames et messieurs, l'épidémie de l'infection au coronavirus est certes grave et suscite une vive attention, mais je voudrais vous rassurer que tout le gouvernement s'attelle à y répondre efficacement. Toutefois, pour être totalement efficace, cette réponse nécessite la contribution de tous, le respect des directives par tous, l'application sans faille des mesures de prévention pour nous protéger nos proches et notre pays. Enfin, je précise qu'aucun cas de la maladie n'a été signalé dans notre pays à ce jour et j'invite la population au calme, à la sérénité et à une totale collaboration avec les services de santé pour une gestion réussie de cette situation. Santé toujours, un message audio circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp. C'est un message relatif aux réformes amorcées dans le secteur de la santé au niveau du département de la Donga et plus précisément dans la commune de Djougou. Selon le message, le centre de santé CM de Djougou sera fermé. Eh bien, il s'agit simplement d'une fausse information, une information démentie d'ailleurs par le directeur départemental de la santé de la Donga qui a bien voulu donner quelques clarifications sur toutes les initiatives en cours dans son département. Suivons ses explications. Ce n'est pas une préoccupation pour le gouvernement ni pour le ministère de la Santé pour le moment. C'est plutôt des spéculations inutiles, des gens qui distillent des informations qui ne tiennent pas debout. Nous avons 3 niveaux de pyramide. Nous avons au niveau des centres de santé, nous avons les hôpitaux de zone, nous avons les hôpitaux de référence, qu'est le CHD. Donc, nécessairement, vous comprenez que les coûts ne peuvent pas être les mêmes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Au niveau, nous avons fait un diagnostic. C'est par rapport à ce diagnostic que le gouvernement, le ministre de la Santé, a jugé bon d'apporter ces réformes au niveau. Nous avons érigé l'ordre de maths en hôpital mère-enfant et le CHD et les questions qui concernent la spécialité, certaines questions spécificités, donc les spécialités. Donc, vous comprenez que pour ces réformes-là, tous les agents, nous sommes engagés pour ces réformes. Voilà les réformes qui sont engagées, qui sont en cours. Et ces réformes, nous avons eu l'adhésion de tout le monde, y compris la communauté. Donc, je ne vois pas, le gouvernement en a beaucoup. Nous avons eu des équipements. Nous avons eu la question principale qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment juguler la question des ressources humaines. Et c'est en cours. D'ailleurs, même avant qu'on ne fasse une augmentation de coûts, ça doit être sur toute l'étendue du territoire. Donc, le département de la Donga ne peut pas se lever unilatéralement et fixer un coût pour ses patients. Ce n'est pas possible pour sa population. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas envisagé ni par quiconque, que ce soit par le gouvernement, ni par l'autorité aussi du ministère de la Santé, encore moins un directeur départemental. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de telles questions, je vous répète. Dans un tout autre registre, à présent, le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales a organisé ce matin un atelier de réflexion. Cette rencontre qui s'est déroulée à l'Infosec de Cotonou porte sur le lien
alphabétisation et formation professionnelle. Le RENOPAL entend influencer les statistiques au plan national qui donnent 56% de la population béninoise comme ne sachant ni lire ni écrire dans aucune langue. Reportage. Les réflexions se mènent ici à l'Infosec de Cotonou sur le lien alphabétisation et formation professionnelle au Bénin. C'est le RENOPAL, le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, qui en a fait une préoccupation de haute importance. Les partenaires et personnes ressources invitées à l'atelier en question se penchent sur les statistiques quelque peu alarmantes pour proposer une politique visant à renverser la tendance. 56% de la population béninoise ne savent ni lire ni écrire dans une langue, de même que 61% des actifs économiques du pays, et la contribution de l'artisanat au PIB est de 11%. Il s'agira de nous poser quelques questions. Quel est le contour du lien alpha formation professionnelle? Quelle est la meilleure approche de réaliser ce lien? Quelle approche la plus indiquée? Et s'agit-il d'alphabétiser ou de cibler uniquement les artisans? Comment y prendre? Ce sont autant de questions majeures qui nécessitent des réponses des sachants que vous êtes. Cet atelier a tout son sens et mérite toute sa place dans le contexte actuel qui est le nôtre. Il a déjà posé les bonnes questions et ces bonnes questions méritent des réponses pertinentes. Vous êtes conviés à réfléchir et à donner ces réponses. Je voudrais dire, nous sommes conviés à réfléchir et à donner ces réponses pertinentes. Sur ce, je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux et je vous félicite une fois encore pour avoir répondu présent à l'appel du RENOPAL. Le temps ne sera pas consacré à la guerre des chiffres. Les participants entendent réfléchir sur l'approche qui permettra de renforcer les acquis de la formation professionnelle à travers l'artisanat. Les travaux vont durer 24 heures et seront faits de communication sur des thématiques variées. 17e Assemblée générale ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune du Parc national de la Pendjari. Les assises ont eu lieu ce samedi à Tanguieta, occasion pour les participants de faire le bilan des actions menées au cours de l'année précédente. Suivant. Nous ne sommes pas bien éduqués. Face aux membres de l'association villageoise de gestion des réserves de faune du Parc national de la Pendjari à Vigreffe, le directeur des actions périphériques de African Parks, Apia Romeo Mwensu, présente ainsi les différentes actions menées par sa direction au cours de l'année écoulée pour impacter les communautés riveraines de cette réserve animalière. C'est un exercice annuel qui s'inscrit dans le cadre de la 17e Assemblée générale ordinaire de la Vigreffe. Une association qui, depuis 3 ans, s'est résolument engagée aux côtés des African Parks pour faire de la réserve de la biosphère de la Pendjari la destination touristique la plus convoitée dans la sous-région. Nous avons beaucoup discuté et expliqué les actions que nous avons eu à mener en 2020 qui portent beaucoup sur des activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et aussi des hommes. Mais tout cela se résume un peu dans la conservation. Une conservation devenue une obsession pour cette organisation villageoise qui a signé en décembre 2019 un accord cadre de partenariat avec African Parks, concessionnaire du Parc national de la Pendjari. Et pour consolider ce partenariat, la direction des actions périphériques envisage des actions plus poignantes dans les tout prochains jours pour impacter les populations riveraines. Il y a l'engagement, ce qui veut dire l'engagement de African Parks envers les riverains et aussi celui des riverains envers African Parks. Après l'engagement, nous avons l'éducation. L'éducation qui se repose sur le bien-être des enfants. Si les enfants sont bien entretenus dans le cadre de savoir à l'école, alors ces enfants-là pourront avoir les notions de conservation. En troisième position, nous parlons de l'entreprise. L'entreprise qui reflète
les activités génératrices de revenus. Autant de projets qui séduisent déjà le président du conseil d'administration qui exhorte les communautés riveraines à plus d'engagement pour une gestion collégiale réussie de ce patrimoine naturel. Mesdames et messieurs, chers délégués, je voudrais nous rappeler sur notre devoir de tout mettre en œuvre pour mériter la confiance des différents partenaires qui se battent à nos côtés pour que le complexe Pendiari soit hisé au rang des patrimoines naturels les mieux protégés du monde. Les présentes assises, faut-il le préciser, interviennent dans un contexte marqué par de nombreuses réformes qu'entreprend African Parks en collaboration avec Avigref pour relancer les activités touristiques de la Pendiari. Parlons politique. À présent, les femmes des 5 à 8 quartiers de la ville de Parakou réunies au sein d'une fédération ont reçu ce dimanche la visite des membres du bloc républicain. La salle des fêtes de la mairie est devenue trop exiguë pour contenir cette marée humaine. Elles se sont engagées à combattre aux côtés du cheval gagnant pour les prochaines consultations électorales. Suivant. C'est désormais une affaire de mariage entre les femmes de Parakou et le bloc républicain. Le trio Adambi, Gbadamassi et Toko a réussi à sceller ce mariage et par la même occasion unir ses mamans au sein d'une même fédération, la Fédération des femmes de la commune de Parakou. Rassurer ces femmes de la solidité du bloc républicain pour les prochaines joutes électorales, les mettre déjà en ordre de bataille et œuvrer pour leur forte représentativité au sein de la nouvelle mandature du conseil municipal sont entre autres objectifs de cette rencontre. Et pour l'atteinte de cet idéal, il faut une union des différentes composantes. Nous voudrions qu'au terme de cette séance, que vous puissiez mettre un bureau unique. Que vous ayez un seul bureau qui va coiffer toute la ville de Parakou et ses périphéries. Tous les quartiers de Parakou. Que toutes les femmes de Parakou, quand on va dire femmes de Parakou, qu'on sente que vous êtes toutes unies. Et quand une seule parmi vous va prendre la parole qui est plus de... Non, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Les responsables l'ont dit et nous pensons que c'est validé ainsi par Allah le Tout-Puissant. Les femmes de la commune de Parakou s'engagent à se battre pour la cause du bloc républicain, mais elles ont tenu à adresser un message fort au chef de l'État. Elles demandent à Patrice Talon de peser de tout son poids pour une forte représentativité des femmes au sein des conseils communaux et municipaux. Nous voulons demander à nos chères autorités, à savoir l'honorable Rachidi Gbadamassi, le ministre Adam Bi et le maire Charles Toko, de porter vos voix auprès du président de la République et lui dire que nous femmes, nous voulons aussi être dans les prochaines élections, c'est-à-dire dans les prochaines communales que nous voulons organiser. Nous, femmes de Parakou, voulons avoir aussi la majorité. Cette doléance n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. L'honorable Rachidi Gbadamassi a promis rendre compte fidèlement au chef de l'État et fait déjà des promesses à ces braves femmes. L'heure a sonné de vous retourner l'ascenseur. Vous retournez l'ascenseur, c'est de faire de vous les élus. Vous devez prendre d'assaut le prochain conseil municipal de la ville de Parakou. Vous devez être un membre du conseil. Nous voulons bombarder le prochain conseil municipal des femmes. Nous voulons bombarder le prochain conseil municipal des jeunes. L'union prônée entre les femmes de Parakou est désormais une réalité grâce au bloc républicain. Maintenant, les regards sont tournés vers le 17 mai prochain. Restons à Parakou où la communauté islamique clame également son soutien au chef de l'État. C'est à travers une séance de prière pour la paix au Bénin autour de l'honorable Rachidi Gbadamassi. Le conseil des imams de Parakou justifie ce choix dans une déclaration qui met l'accent sur 7 points. Des points qui soulignent les nombreuses actions gouvernementales dont bénéficie la cité des Koboro. Les religieux ont également adressé une liste de doléances à l'endroit du président de la République. Voici un extrait du message recueilli par René Soglo. Obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Coran, Sourate 4,
verset 59. Nous le remercions pour 7 bonnes raisons. La première, la réconciliation de la communauté islamique du Bénin, la construction au profit des pèlerins venant surtout de l'intérieur du pays en direction de l'Arabie Saoudite, d'un centre d'accueil avec toutes les commodités. La prise récente des réformes introduites dans le Hajj, réformes qui vont considérablement améliorer les conditions d'organisation du 5e pilier de l'islam. L'exécution dans la ville de Parakou du projet d'asphaltage qui transforme progressivement le visage de la ville, le renforcement des infrastructures de la SONEB afin d'apporter de l'eau potable par le biais du ministère de l'eau et des mines aux populations de Parakou. 6. La nomination de plusieurs cadres de la ville à des postes stratégiques dans l'exécutif. 7. L'initiative de la construction d'un grand marché international dans la ville et dont le démarrage est imminent. Le début peut paraître difficile, mais la fin sera indiscutablement le bien-être durable et le développement de la nation. C'est pourquoi nous lui réaffirmons notre soutien indéfectible pour les réformes courageuses qu'il entreprend en vue de hisser notre pays au rang des grands pays de l'Afrique. Le bureau du Conseil des imams de Parakou et environ lance officiellement à partir de ce jour, 26 janvier 2020, et ce jusqu'à la fin de la période électorale, l'institution des invocations et prières spéciales pour la nation et pour le gouvernement du président Tahirou Talon. Chaque vendredi, et ce dans toutes les mosquées du mois de la ville, il y aura des prières spéciales pour la paix, la prospérité et l'émergence de notre patrie commune, le Bénin. Par ailleurs, nous sollicitons auprès du président de la République la création de l'emploi pour les jeunes, de microcrédits respectant les règles islamiques en la matière au profit de nos femmes. Et nous demandons à l'honorable Rachidi Guadamassi et au ministre Sam Seydou Adambi de transmettre notre invitation au président Patrice Talon pour la visite de la mosquée où il a reçu son baptême musulman. Qu'Allah le Tout-Puissant continue de protéger le président Patrice Guillaume Atanas Tahirou Talon et son gouvernement. Et nos prières ne lui feront jamais défaut. Je l'annonçais en titre, les membres du Lions Club international de la zone Afrique étaient en réunion à Cotonou. Les leaders de l'association réfléchissent pour mettre en place les organes consultatifs devant conduire le processus de construction de la Maison des Lions au Bénin. Une rencontre qui a permis aux responsables africains d'effectuer une visite sur le site devant abriter l'infrastructure en question. Le point de la cérémonie d'ouverture dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Bergedor Adio. Voici l'espace qui va très bientôt abriter le siège des membres du Lions Club international de la zone Afrique. Et c'est un prélude à la concrétisation du projet que les leaders africains de ce regroupement se retrouvent à Cotonou afin de réfléchir et de mettre sur pied les organes consultatifs devant conduire le processus. Le Bénin a été retenu comme étant le pays devant abriter désormais le siège des Lions d'Afrique. C'est ainsi que tous les leaders africains, nous avons convenu de nous retrouver ici pour réfléchir ensemble comment mettre en place les bases, les structures qui devraient nous permettre d'être bien organisés et d'assurer un bon fonctionnement. Nous avons lutté depuis plusieurs années pour que l'Afrique soit représentée au conseil d'administration. Parce que si on n'a pas une règle constitutionnelle, nous ne pouvons pas nous asseoir au conseil d'administration pour parler de l'Afrique. Nous étions dans une autre ère où on était minoritaire, donc c'était eux qui étaient toujours là, qui ne parlaient que de leurs problèmes. Alors cette fois-ci, nous avons fait l'effort et nous sommes devenus une ère constitutionnelle. La rencontre des Lions d'Afrique va donc aboutir à la mise en place de plusieurs commissions. Leur rôle ont trait à la finance, la législation, le secrétariat, la trésorerie et bien d'autres domaines. Au niveau du comité des textes et des règlements, nous devons prévoir des statuts qui vont régir les Lions d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui une ère constitutionnelle, mais il nous faut nous assurer des statuts, d'un règlement intérieur, comment est-ce que le chairman
le président du comité des Lions d'Afrique sera élu, comment est-ce que nous allons élire prochainement nos directeurs internationaux, voire désigner nos gouverneurs, nos présidents du conseil. C'est à nous de prendre en charge notre devenir. Étant tous membres d'une même association, il y a une coordination qui se fait. Donc les Lions d'Afrique seront plus écoutés et pourront travailler de façon plus autonome, mais en étant toujours dans le canevas tracé par notre association internationale. L'Afrique étant en pleine évolution, le Lions Club International a donc décidé de permettre au continent de désigner en son sein les différents responsables chargés de son implantation formelle et physique. Pour rappel, la pose de première pierre pour la construction de la Maison des Lions d'Afrique a été effective en avril 2019 et déjà, les signaux sont ouverts pour la réalisation du projet. Parlons culture à présent avec la 11e édition de Wemekwe qui a pris fin ce dimanche 26 janvier 2020. Au rang des invités, plusieurs autorités politico-administratives, des sages et des têtes couronnées et une kyrielle de religieux. Le point de la clôture de cette fête identitaire édition 2020 dans ce reportage. C'est l'apothéose de cette 11e édition de la fête de Wemekwe. Amis, sympathisants, fils et filles de la vallée, dans la joie, ont participé à cette messe de l'Église catholique dite par Monseigneur Aristide Gonzalo. Une célébration eucharistique qui vient mettre fin aux manifestations de cette 11e édition. Dans son homélie, Aristide Gonzalo a invité toute la région Wémé à s'unir davantage pour le développement de la vallée comme l'a voulu le créateur de cette fête, le père Dominique Adeyemi. Il est heureux que les fils et filles de la vallée de l'Ouémé aient repris le flambeau pour continuer l'œuvre du père Dominique Adeyemi. Le Seigneur nous attendait au carrefour aujourd'hui pour nous exhorter à l'unité. En effet, que nous dit le Seigneur dans la deuxième lecture à travers l'apôtre Paul? En fait, le message de Paul aux Corinthiens n'a pas vieilli. Ce message n'a pas pris une seule ride. Ce message est toujours actuel. J'oserais simplement dire que c'est au Wémenou que saint Paul pensait déjà il y a 2 siècles quand il écrivait « Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage. » Au cours de cette célébration, le coordonnateur général de Wemekwe, Antoine Bonou, a fait le bilan du chemin parcouru et a rappelé les réalisations de Wemekwe grâce à la participation du peuple Wémé. Pour cette édition 2020, nous avons pu, grâce à vous tous, construire et équiper entièrement un module de 3 classes, plus magasin et un bureau pour le directeur du CG d'Atchonsa. Nous avons réalisé un forage avec un château d'eau et un mini réseau d'adduction d'eau au CG de Bonou 2. Un groupe électrogène au CG de Bonou 2. Nous avons aménagé les aires de parking et de repos pour les festivités au CG2 de Bonou, et ceci avec une grande contribution de nos frères de la commune de Bonou, que je vous demande d'applaudir fort. Nous avons pu organiser des séances de dons de sang afin d'accompagner les hôpitaux qui en souffrent. Dans ce registre, il nous plaît de mettre un accent tout particulier sur les dispositions très remarquables prises par le gouvernement pour lever certains goulots d'étranglement et faciliter nos allées et venues sur ce site. Autorités politico-administratives à divers niveaux n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Le Monseigneur qui nous invite à l'unité des fils de Wémé, car un royaume divisé comme lui-même court à sa ruine. Et c'est cela qui m'a le plus informé, que les fils de Wémé soient vraiment unis. Le gouvernement, bien évidemment, ne pouvait rester à l'écart de cette organisation,
Le gouvernement a joué sa partition de façon diverse. Et ici, en ma qualité de ministre de la Culture, je viens également marquer le fait que nous sommes réellement dans la valorisation et dans la révélation de nos cultures. Et vous savez à quel point la culture et le tourisme sont désormais au cœur de l'action gouvernementale et au cœur des projets de développement de notre pays. Donc c'est avec beaucoup de bonheur, une fois encore, que je voudrais souhaiter une très bonne fête à l'ensemble des Womenou et à l'ensemble des Béninois et Béninoises et des étrangers qui, ici, nous ont rejoints sur ce site du CEG2 de Bonou. La coordination de Wemekwe donne rendez-vous aux fils et aux filles de la vallée à Dangbo en 2021 pour la 12e édition. Au terme de cette célébration eucharistique, quelques personnalités invitées à cette 11e édition de Wemekwe ont bien voulu livrer leurs impressions. Nous allons les suivre au micro de Emma Rodon. Mes impressions sont des impressions de joie énorme. Parce que vous devez comprendre que nous venons de loin, de très loin, après cette crise qui a tout le temps bousculé, bouleversé cette fête. Mais nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui que cette peur a été dissipée et que la fête identitaire de Wemé a retrouvé toute sa quiétude. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas remercier Dieu, le Père Céleste, sans remercier quand même le président de la République qui œuvre pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce que s'il n'y avait pas la paix au Bénin, je crois qu'aucun de nous ne serait ici aujourd'hui en train de célébrer une quelconque fête. Je leur souhaite beaucoup de solidarité et l'unité d'esprit, car c'est dans l'unité qu'on peut affronter toute difficulté. Je crois que la sérénité est retrouvée et la fête a eu lieu dans de très bonnes conditions. Nous avons eu la bénédiction de Monseigneur et j'espère que nous allons connaître jusqu'à la 100e édition de Wemekwe. Il y a une bonne organisation. Si nous sommes à la 11e édition, cela voudrait dire que Wemekwe, qu'ils sont organisés, ils sont unis, parce que je vois un grand monde ici et je pense sincèrement que Wemekwe fait école et là où cela n'a pas encore bien pris, ces communautés peuvent passer désormais assister à comment cela s'organise ici et pour pouvoir mieux réussir chez eux. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.